Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Forican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, votre appel a été entendu, on pourrait le dire ainsi, puisque je me souviens, et nos téléspectateurs encore, que vous appeliez les juristes à pouvoir écrire, notamment le professeur Théodore Olo, ce 2 février 2021. Il a laissé un test, il revient sur la révision de la Constitution. Comment trouvez-vous la démarche déjà? Déjà, tout ce qui est écrit reste, et ça c'est important. Alors qu'on pourrait déformer la pensée, on pourrait déformer les propos. Là maintenant le professeur a écrit, il est élu, sa démarche est comprise, après on n'est pas tous d'accord. On n'est pas tous d'accord parce qu'il reste ferme, enfin, il reste droit dans certaines bottes, mais je pense que je comprends qu'il insiste pour faire passer sa pensée de la chose, sa vision de la chose, mais il est évident qu'il a pris une mauvaise, enfin, qu'il a déjà eu un mauvais départ lorsque il prend comme socle la conférence nationale, comme une rencontre qui est constitutionnellement établie comme point de départ de la République. Il y a eu les indépendances, donc il y a eu la révolution, il y a eu des moments chocs de l'histoire du Dahomey qui est passé Bénin. Donc on ne peut pas tailler la conférence nationale dans du marbre, et notre constitution n'en a pas fait une conditionnalité de sa révision. Donc il faudrait déjà que le premier malentendu était là. Je pense qu'il est resté ferme là-dessus. Tout à fait, puisqu'il évoque que le consensus préserve la paix sociale et assure la stabilité des institutions. Absolument. Et justement, on ne devrait pas aller donc à une révision de la Constitution sans, en occultant justement ce pan, cet aspect. Si on est dans sa logique, on désignerait le chef d'État par consensus. On ira aux élections par consensus, on désignerait le chef d'État par consensus, on nommerait les ministres par consensus, on désignerait les présidents de décision par consensus, on fera tout par consensus. Au Parlement, il n'y aura pas de majorité, on fera tout par consensus. Non, soyons sérieux. On ne peut pas dire... Le consensus, c'est normal. Avant, le principe de là-bas par là, c'était quoi? C'est pour qu'on se parle. Il faudrait qu'on se parle. Mais si on a choisi la démocratie pluraliste, c'est pas pour qu'on starise le consensus. C'est pas pour qu'on starise le consensus. On a pris la démocratie libérale, c'est pour que force reste à une majorité après échange, après discussion. Donc, les institutions se mettent en place librement selon les procédures prévues par les textes générateurs. Et en la matière, lorsqu'on organise une élection, et un groupe sous prétexte que n'a pas gain de cause, n'y participe pas, mais il laisse les autres prendre la place. Notre droit fondamental, notre droit positif n'a pas prévu un seuil de représentativité d'une élection ou bien un certain nombre de participations pour que l'élection soit validée. Ces choses-là, c'est des principes élémentaires de l'état de droit. Il le sait bien. Et il le sait beaucoup mieux que moi. Donc, moi, je le suis. Le professeur Olo, c'est le maître, je le dis toujours, c'est quelqu'un de respectable, de respecter, comme je l'ai toujours dit dans les premiers moments. Mais il se fait que il a fait son temps, il a sans doute avec les pères fondateurs de la conférence nationale, comme je le dis, les patriarches créateurs de la conférence nationale, de la constitution du 11 décembre 90, ils ont fait leur temps, ils ont mis en œuvre leur lecture du contrôle de constitutionnalité. Je pense que ceux qui sont là aujourd'hui ont une autre vision du contrôle de constitutionnalité. Et justement, il estime, le professeur Théodore Olo estime quand même que il y a, si on doit quand même voir les décisions de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on ne doit pas tenir compte de la jurisprudence, peut-être de 2006, quand on parle de la révision de la Constitution, où on érige le consensus comme une valeur constitutionnelle et tout cela. Et donc, est-ce qu'il faut oublier le passé pour construire l'avenir, le présent et penser à l'avenir? Écoutez, je ne suis pas un agrégé, comme je l'ai dit, j'essaie de toucher à cette matière, peut-être un peu en profane, un peu en initié, donc je suis un initié, pas totalement encore esquis, mais je peux dire que, pour le peu que je connais, que en la matière, le juge constitutionnel n'est pas lié. Il n'est pas lié, puisque ses pouvoirs sont tellement étendus qu'il s'est déjà donné beaucoup de liberté. Ces pouvoirs sont tellement étendus. Le juge, la Cour constitutionnelle aurait pu donner suite
aux requêtes qui demandaient de contrôler la constitutionnalité. La Cour constitutionnelle, une autre Cour aurait pu évoquer évidemment cette affaire de consensus. Une autre Cour aurait pu. Mais celle-ci a préféré une certaine lecture, puisque d'autres l'ont préféré. Tout comme quand on avait eu la loi sur le droit du travail, en 2002 ou en 1999, on a considéré que le droit de grève est un droit fondamental, après on est revenu là-dessus, après on est revenu là-dessus, après on a... Donc, il y a eu 3 ou 4 décisions sur la question du droit du travail et donc des grèves. Hein? Toujours se basant sur la même constitution. Donc, les cours n'ont pas tous suivi les mêmes jurisprudences et n'ont pas fait option des mêmes effet de l'autre jurisprudence ou de ce qu'on appelle des droits acquis, ou des acquis. Donc, lorsque la Cour décide, dans son assemblée de l'instant, d'analyser une situation qui lui est proposée, qui lui est soumise, regarde l'environnement, le contexte, et maintenant entre dans sa lecture, dans sa compréhension, dans le cas d'espèce, le consensus créé par la Cour de 2006 ne peut pas s'imposer à la Cour d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce principe a été déjà même atténué en cours de route. Donc, là, de consensus que ceux qui s'y accrochent. Mais comme je le dis... Vous voulez parler de ce qu'on a dit, que le consensus n'est pas l'unanimisme. Par ailleurs. Donc, du coup, c'est où le consensus? À partir du moment où les députés se sont entendus qu'ils doivent y aller, les députés représentent le peuple. Ça, je pense que j'aurais bien aimé l'écouter. En fait, ce qui dérange le professeur Théodore Hollo, puisque dans l'écrit, justement, il évoque à plusieurs reprises la diversité, le droit à la critique, la majorité, l'opposition. Et donc, si le Parlement était composé, par exemple, d'une opposition et d'une majorité, ça ne le gênerait pas, certainement. Le Parlement de 2001 était composé de tout ça. Pourtant, la Sénat était une Sénat mise en place selon les textes en vigueur. Pourtant, on a commis une crise pour le second tour de l'élection présidentielle. Le président Segula a refusé, le président Mbedi a refusé. On n'a pas annulé l'élection. On a dû faire recours au quatrième venu. Alors que la Constitution n'a pas prévu ça. Pourtant, la Cour constitutionnelle a demandé, on est allé au quatrième qui a gagné. Hein? Alors que si on doit rentrer dans le vote de l'électeur, normalement, l'électeur n'a pas voté pour que le quatrième aille au second tour. Par ailleurs, pourtant on l'a fait. Et pourtant le Parlement n'était pas monocolore, ou bien ce qu'on dit. En 2010-2011, en 2009-2010, lorsque le Parlement a voté la loi anti-Lépi, après avoir voté la loi de la Lépi, a voté la loi pour sursoir à l'utilisation de la Lépi, alors que le Parlement était un Parlement dynamique où l'opposition était majoritaire, pourquoi la Cour constitutionnelle a imposé qu'on devait aller aux élections avec la Lépi? Il n'est pas de l'autre, il n'est pas normalement du pouvoir de la Cour constitutionnelle d'imposer l'outil avec lequel on doit aller aux élections. Il appartient au Parlement, représentant du peuple, de le faire. Et la Cour l'a fait, empêchant le Parlement d'exercer son droit de légiférer quand il veut. Donc du coup, ces lectures extensives, hein, cette interprétation création, pour prendre les propos du professeur de Sawénou, cette interprétation création crée une sorte d'ouverture et de pouvoir infini dans lequel on peut interpréter tout ce qu'on veut, on peut insérer tout ce qu'on veut, on peut mettre tout ce qu'on veut. D'où on a eu les options fondamentales de la conférence nationale. Je continue de dire, notre conférence nationale n'a jamais sorti des options fondamentales. La limitation d'âge n'a jamais été actée à la conférence nationale. Je n'y étais pas, j'étais assez jeune, mais j'ai tout suivi, j'ai beaucoup enregistré. Je n'ai pas entendu limitation d'âge et j'ai regardé les documents qui sont sortis de la conférence nationale. J'ai relu et lu, je n'ai vu nulle part qu'on ait parlé par exemple de la limitation d'âge. Et pourtant, c'est imposé dans la Constitution. On a dû aller à un troisième bulletin, le bulletin vers le 8 mai. Donc, que vous avez d'ailleurs voté. Merci beaucoup, que j'ai voté, je l'ai rappelé il y a une fois. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une obligation. Moi, je comprends que cette école, portée par le professeur Hollo, et avec Robert Doussou, avec les pères fondateurs de cette constitution, je comprends qu'ils soient jaloux de leur affaire. Mais il se fait que le temps a changé. Les temps ont changé. Et donc, tant qu'on sera dans cette constitution de 11 décembre 90, révisée aujourd'hui ou demain, nous serons toujours dans ce type de débat par rapport aux fonctions de la Cour constitutionnelle. Elle nous orientera, elle nous conduira là où elle veut, dans sa lecture extensive ou interprétation extensive ou disons, expression sensu de la Constitution, parce que simplement on a déjà ouvert la boîte à Pandore. Ce qu'il faut que nos téléspectateurs retiennent,
Et je dis, tout le respect avec le professeur Olo, c'est que le professeur ne peut pas. Je comprends aujourd'hui en écrivant, c'est mieux. Je pense qu'il a compris qu'il devait faire une certaine pédagogie. Donc il a déjà fait une évolution par rapport à sa déclaration très péremptoire sur la radio de Cheveleux. Parce que quand on l'a écouté sur Deutsche Welle, c'est comme on avait un professeur, un grand magistral qui venait en imposer à ses étudiants, à ses élèves, un peu au peuple, comme si il y avait quelque chose de taillé dans du marbre. C'est pas la Sainte Bible, la Constitution. Pas du tout alors. Et donc la Cour constitutionnelle avait sa lecture qu'elle doit faire. Et dans le cas d'espèce, le Parlement, représentant le peuple, article 4 de notre Constitution. Et l'article 3 dit que rien n'est au-dessus du peuple. Et que ce peuple-là est représenté, s'exerce lors des référendums ou à travers ses représentants élus. Et donc, les représentants élus du peuple, critique ou pas critique, c'est écrit nulle part, rien. C'est une approche, c'est une lecture. Les députés ne votent pas. C'est vrai que ce n'est écrit nulle part, mais on a une certaine culture. Mais justement, la culture ne peut pas dire sclérose. La culture ne peut pas nous lier les mains. Lorsqu'à l'impossible, nous l'est tenu. Donc, lorsqu'on ne peut pas, dans les conditions favorables ne sont pas entre aller dans le chaos, dans le gouffre et s'accrocher à une certaine culture de dialogue ou de je ne sais pas quoi et aller dans le gouffre ou alors être réaliste, prendre les mesures qui s'imposent lorsque ces mesures s'imposent pour parer au plus pressé lorsqu'on est face à une situation donnée. Je pense que rien n'est statique, tout évolue, tout est dynamique. Donc, en la matière, ce qui s'est passé en 2019 devrait être analysé. Je n'ai pas lu encore d'articles scientifiques sur ça, par exemple. Sur lorsque l'opposition refuse d'aller aux élections, sous prétexte que l'application de la loi telle que prévue ne lui plaît pas, alors qu'il y a des voies de recours. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire que chacun se donne son droit. À quel niveau la République, à quel niveau l'état de droit s'exprime alors? Voilà, moi j'aurais bien. Donc la problématique d'un corps constitué qui refuse d'utiliser les voies de recours que la République et que la gestion lui offre en disant, bon, moi je fais ma loi. Et on lui donne acte en faisant grief au pouvoir. Ça pose un problème de l'orientation du pouvoir. Tout le monde a eu la même chance, par exemple. Après, je sais qu'il y a des difficultés. Le chef d'État l'a reconnu mieux que moi. Donc, du coup, je pense que le procès sortait. Sa déclaration était un peu trop péremptoire. Je continue de le dire. Il est entré dans un débat un peu vieux. Et par ailleurs, il aurait pu tout ce qu'il dit, compris par des juristes, des gens qui ont touché à la chose, on peut le comprendre. Mais au même moment, cette loi, cette texte existe depuis novembre 2019. Donc, si c'était en décembre 2019, il a écrit, janvier 2020, on est allé aux élections communales avec cette texte. Il n'y a pas eu cette récrimination. Il n'y a pas eu cette montée au créneau. Donc, on a l'impression qu'il y a eu un moment où tout le monde se met en place. À ce moment-ci, la période électorale n'est pas une période propice à ce type de débat. Parce que les passions sont déjà exacerbées. Tout le monde est déjà sur le vent debout, comme on dit. Tout le monde est déjà droit dans ce combat. On pourrait peut-être comprendre que quand on sait que l'élection présidentielle, quand même, c'est une élection, c'est une échéance d'envergure, puisque nous confions nos destinées, ou du moins la destinée du pays, pour 5 ans, à un citoyen. Nous le savions déjà. On savait déjà que cette texte s'appliquerait à l'élection présidentielle. Donc, qui voyant loin maintenant sa mouture. Moi, je dis je me dis toujours, quand tu t'es pas pris très tôt, et c'est au dernier moment, prends acte et prépare l'avenir. Donc, dans le cas d'espèce, moi, comme je le dis, je voudrais qu'on essaye de se comprendre que le consensus ne peut pas être imposé à la République. Ça là, c'est clair, c'est net. À partir du moment où nous avons déjà dit que pour élire le président de la République, un président qui a déjà plus de 50%, il y a 5 candidats qui vont à l'élection. Un candidat a plus de 50%, il prend. Parce que c'est un consensus. Non, c'est le consensus sur les textes. Mais après, il y a 49% des citoyens qui sont laissés au carreau, qui n'ont pas voté pour lui. Et pourtant, il devient le président de tout le monde. Alors, les 49% vont dire non, ils nous font un consensus. Mais lorsque ces choix n'arrangent pas les 49%, ils vont l'empêcher de... Non, c'est pas ça la démocratie. Il faut que nous repensions le modèle. Et le chef d'État l'a dit. Cette démocratie débridée ne peut pas continuer. On ne peut pas parlementer du matin au soir et atteindre le niveau de développement.
Donc nous devons à un moment donné nous obliger à une certaine discipline. Et la classe politique devait s'obliger à une certaine discipline. Et moi j'aurais bien aimé un professeur Olo, au soir d'une belle carrière et d'une belle ascension. Je veux dire, quand même, depuis 90 on parle de lui. Il fidèle, il a été mon professeur. On a eu les moments, il a fait plusieurs moments de rencontres. Moi j'ai un respect, comme beaucoup de générations ont un respect pour lui. Alors donc à ce niveau-ci, entrer dans le débat comme il a fait n'est pas souhaité, n'est pas vraiment élégant. Mais moi je pense, après avoir lu cet écrit, au moins ça reste, peut-être pour la postérité, il s'est fait comprendre là, comme on dirait l'autre, dont acte. Chacun sait maintenant à quoi s'en tenir par rapport à sa sortie. Mais je pense que pour la prochaine fois, il serait souhaitable que ceux qui voudraient lui emboîter le pas réfléchissent beaucoup. Il y a des moments dans lesquels le sage ne peut pas entrer dans le débat parce que quand tout ça se chamaille entre les enfants, le sage lui prend de la hauteur. C'est ça. Il y a aujourd'hui, on écoute beaucoup, et heureusement qu'on a un écrit aujourd'hui du professeur Théodore Olo. Est-ce qu'en réalité, l'université d'Abomey-Calavi ne devrait pas prendre la responsabilité d'inviter les juristes pour qu'on puisse avoir au finish, justement, des écrits sur le minimum qu'on doit retenir en ce qui concerne ces questions, Agapit Napoléon Maforika? C'est exactement ce dont je parle. Là, vous me rejoignez une fois de plus. Parce qu'il y a trop de malentendus. Lorsque vous dites, mais quelle est la nature juridique de la conférence nationale? Quelle est sa force exécutoire? Quel est le principe générateur de... Quelle est sa nature? Juridiquement, elle n'a pas de nature. Ce n'est pas des états généraux. C'est une réunion politique, c'est une assemblée conjoncturelle. Des gens qui n'ont même pas été mandatés, en dehors des associations de développement. Les sensibilités qui étaient là, c'est chacun qui est enfermé, qui a créé cette sensibilité politique et qui ont déposé ça au comité préparatoire, ils ont été invités. Donc, je ne vais pas encore rentrer dans l'histoire, mais quand on va dire rien que ça, comme le statut, qui était le statut juridique, ou bien la nature juridique, la portée juridique de la conférence nationale, quand on va rentrer dans ça, vous allez voir tout ce qu'on dirait. Donc déjà, on ne peut pas imposer, quand vous prenez la conférence nationale, pour lequel on a eu tout le respect, et vous prenez le dialogue politique. Le dialogue politique a un sens, du point de vue du droit. Donc, les juristes n'ont qu'à ouvrir le débat, effectivement. Un colloque de la conférence nationale au dialogue politique. Et on va apprécier. La conférence nationale, on était dans le décor. On n'avait plus le choix, on n'avait plus de constitution. On avait un président qui assurait les affaires courantes, qui avait tous les pouvoirs parce que les institutions ayant été déjà anéanties. Et il s'appuyait sur son armée. Il n'avait pas plus l'argent. Il faut qu'il aille chercher l'argent. Il fait venir les autres. Les autres savent que sans eux, sans leur validation, il ne peut pas avoir l'argent. Il veut imposer. C'est une rencontre en rapport de force. Et ce n'était pas consensuel. Puis les PC, les communistes, le Parti communiste du Dahomey, qui était à l'avant-garde des luttes, n'a pas été à la conférence nationale. On l'a oublié. Bon, c'est une décision personnelle des membres du parti. Donc, ce n'est pas consensuel déjà. La participation n'était pas complète. Le Parti communiste du Dahomey n'a pas été là-bas. Ensuite, le Parti communiste du Dahomey n'a pas participé aux institutions de transition. Ensuite, ces institutions de transition ont été créées par quoi? Par une assemblée qui n'avait pas voix délibérative. Et pourtant, ça a été... La charte de transition, à quelle valeur? Ça n'a même pas été soumis à la validation du peuple. Alors donc, quand je vous remontez ces choses, on ne peut pas m'imposer, pour le peu que j'ai fait en droit, la conférence nationale comme un fait générateur de la République, au point où on doit se lier les mains par de prétendus acquis. Non, on se base, comme je le dis, on s'appuie sur la conférence nationale comme un moment historique où le dos au mur, le peuple, à travers certains de ses fils, le pays s'est repris en charge. Et c'est dans l'expression d'Albert Thévois, au travail les amis. Le travail, quand vous regardez son discours, qui n'était pas un rapport général, mais c'était un discours fondateur, vous verrez que l'essentiel de ce que... C'était une feuille de route qu'il nous a donnée, qu'on n'a pas suivi du tout. Le pouvoir ne peut plus, l'argent ne peut plus être notre maître, par exemple. Il a dit, au travail, les amis, on n'a pas travaillé depuis 90. Les gens, on a fait des élections qui n'étaient pas validables, qui n'étaient pas validées, qui étaient tout le temps contestées. On a mis en place un organe d'organiser des élections que beaucoup n'ont pas, qui n'a pas été consensuel. Le président Soglo ne voulait pas de la Sénat en 1995. Ça a été imposé presque par la Cour constitutionnelle. En 1995. En 1996, il n'a pas reconnu sa défaite. Et ainsi de suite. Donc,
Si C'était un apprentissage, Agapit Napoléon Mafogan. et en 2011, on était toujours en apprentissage lorsque le président Senghor a refusé d'aller au second tour. Et en 2011, il y a 10 ans, on était en apprentissage lorsque la Cour constitutionnelle a dû pratiquement régenter le fonctionnement parlementaire pour empêcher la majorité opposante à opposer à Boni Yahi de l'empêcher d'aller aux élections avec la LEPI. On était toujours en apprentissage il y a 10 ans. Alors, donc, de quoi parle-t-on? Il faut qu'on les reprenne en charge. Je pense qu'il y a des débats qui méritent d'être faits par des intellectuels et qui doivent pouvoir être transposés au niveau de l'élite politique à travers le Parlement qui doit prendre un certain nombre de décisions. Nous devons revenir à une certaine discipline. C'est cette discipline manquante qui fait dire à certains qu'on est dans une situation où on dit voilà, le pouvoir s'est accaparé, le pouvoir s'est... Non, il faut mettre fin au désordre à un moment donné. Et c'est ça qui a amorcé depuis la réforme de 2018. Et ça, c'est à saluer la 7e législature de l'Assemblée, la 8e législature de l'Assemblée, le gouvernement, la constance du chef de l'État. Je pense que c'est ces moment important qu'il faut saluer et souhaiter que nous poursuivions cette remontée en surface après le long périple, après le long moment de léthargie que nous avons connu. Ça appelle des sacrifices, je suis d'accord. Ce n'est pas du goût de tout le monde, je suis d'accord. Mais je pense au finish, c'est le pays qui va en bénéficier. Très bien, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Mafogan. Vous êtes notre consultant politique, vous êtes par ailleurs expert électoral. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la chronique du soir et c'est fini également pour votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce mardi 2 février 2021. Après, nous vous suivrez votre feuilleton Les filles de la mafia. Vous avez rendez-vous avec Palabres Citoyennes. Vous n'oubliez pas votre rendez-vous avec Stanislas Benko à moi. Il s'agit bien évidemment de Raconte ta journée. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.